titre de la conférence est peut-être un peu trompeur parce que agilité de la norme laisserait penser que je vais avoir une vision très générale et une vision qui va dépasser les enjeux du numérique ou des technologies. En réalité, je vais vraiment me concentrer sur les technologies. Et si je vais un petit peu plus loin sur la principale question que je me suis posée après avoir lu effectivement le préambule et d'autres textes, la principale question est de savoir si la notion d'agilité de la norme est un slogan politique ou une innovation juridique. Et on verra quelle réponse on pourra apporter et ce que vous en pensez aussi vous-même. Donc, je vais prendre l'exemple du droit de l'intelligence artificielle et pas l'agilité de la norme de manière générale. Et plus exactement, effectivement, le projet de loi C27 que tu mentionnais, Vincent, donc projet de loi C27, pour ceux qui l'ignorent encore, donc un projet de loi fédéral sur la réforme de la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, avec une troisième partie, un projet de loi en trois parties, dont la troisième partie porte plus spécifiquement sur l'IA et les données, donc la LIAD. Et en effet, autour de ce projet de loi, beaucoup de déclarations politiques parlant de l'agilité de la norme. Le ministre Champagne le dit très régulièrement aussi dans les médias. Et quand on regarde en effet le préambule, on trouve la notion d'agilité de la norme, que l'on trouve aussi dans le document complémentaire qui a été publié en mars 2023. Le projet de loi, lui, a été divulgué en juin 2022. Le document complémentaire en mars 2023 reprend aussi cette idée d'agilité de la norme. Mais en revanche, le document complémentaire a été intégré dans des amendements présentés devant le comité indu à la Chambre des communes. On ne trouve pas dans ces amendements et dans le texte qui accompagne les amendements, on ne trouve plus la notion d'agilité, mais à mon avis, l'esprit reste quand même. Alors, que dit-on dans ce préambule? On nous dit, attendu que des organisations de toute taille évoluent dans l'économie axée sur le numérique et les données, et qu'un cadre réglementaire flexible est nécessaire pour les aider à respecter les règles et favoriser l'innovation à leur sein. Voilà, et on a un préambule avec plusieurs attendus pour justifier le texte. Donc la version en français retient le mot flexible, cadre réglementaire flexible. En anglais, on va trouver agile, regulatory framework. Donc, déjà, on peut se demander si c'est pas finalement euh, une mauvaise traduction ou est-ce qu'on a vraiment voulu dire agile ou est-ce qu'on a voulu dire flexible? Est-ce que c'est la même chose ou pas? Il y a déjà un petit doute. Et en revanche, parce qu'on voit plutôt flexible dans le préambule, mais dans le document compagnon, on voit agile, le mot agile en français. Donc, le document compagnon nous dit que ce document vise à répondre à ces deux ensembles de préoccupations, à fournir l'assurance aux Canadiens que les risques posés par les systèmes d'IA ne passeront pas entre les mailles du filet de la législation sur la protection des consommateurs et les droits de la personne, tout en indiquant clairement que le gouvernement a l'intention d'adopter une approche agile qui n'étouffera pas l'innovation responsable, ni ne ciblera inutilement les développeurs, les chercheurs, les investisseurs ou les entrepreneurs en IA. Donc, on retrouve le mot agile, le mot flexible, et on a l'impression que c'est la même chose. Et on voit tout de suite, dans la façon dont ces notions sont amenées, on voit tout de suite l'idée d'un équilibre, de compromis ou d'objectifs sociaux, économiques différents, voire opposés. On voit qu'il s'agit effectivement de faire un compromis politique peut-être entre la protection des individus et le développement des technologies, l'idée d'innovation. Et donc, cette flexibilité, cette agilité serait liée à cette idée de compromis. Il faut quand même préciser aussi que ni le préambule, bien sûr, ni le document compagnon n'ont force de loi. Donc, ce sont plutôt des documents qui accompagnent et qui permettent d'expliquer, d'interpréter. Donc, peut-être aussi qu'on ne devrait pas tout simplement accorder autant d'importance à ces mots, qui sont peut-être plus des explications ou plutôt du vocabulaire politique, comme vous pouvez se demander au préambule, enfin au préalable. Mais en tout cas, on voit cette idée d'équilibre, on voit cette idée aussi de nouveauté technologique, d'évolution. Et donc, ces notions de flexibilité et agilité devraient accompagner l'évolution des technologies et puis peut-être aussi l'équilibre entre des intérêts contraires. Alors, si on va un petit peu plus loin, de quoi parle-t-on exactement? En effet, cette idée d'équilibre, on la trouve
cette idée de règle de droit flexible, souple, évolutive, veut dire en fait qu'on cherche une capacité de s'adapter aux évolutions technologiques, mais aussi à l'environnement normatif à l'échelle internationale. On voit en effet qu'on va se retrouver dans un contexte très concurrentiel, avec des préoccupations géopolitiques dans la course à l'IA. Et donc, c'est aussi nécessaire de tenir compte de ce contexte un petit peu instable et ouvert sur l'étranger, sur l'international. Et on trouve cette idée d'évolution du paysage, c'est pas très juridique, qu'on trouve dans le document compagnon en particulier. Donc, il faudrait que la règle de, faudrait que la règle de droit soit capable de s'adapter à l'évolution du paysage et donc il faudrait une approche agile. Mais dans le document compagnon, on va un petit peu plus loin parce que c'est jusqu'à présent, c'est resté un petit peu vague. On nous dit que le gouvernement doit adopter une approche agile sur la réglementation de l'IA basée sur l'élaboration et l'évaluation de règlements et de lignes directrices selon un cycle régulier en étroite collaboration avec les parties prenantes ainsi que l'adaptation de l'application aux besoins de l'environnement dynamique. Alors, on voit quand même apparaître des outils pour cette approche agile, donc des règlements et des lignes directrices. J'y reviendrai un petit peu plus loin. On voit l'idée de cycle régulier, donc l'idée du temps qui apparaît, puis peut-être de la mutation de la règle de droit, et puis du changement de la règle de droit au fur et à mesure des évolutions technologiques ou des évolutions des normes internationales. Et donc, on voit cette idée de dynamique plutôt en termes d'évolutivité, plus que de flexibilité, telle qu'on peut l'entendre un peu plus traditionnellement quand on parle du droit mou, du droit flou, du droit souple ou de la, des normes à texture ouverte ou de normes plus ou moins contraignantes. Finalement, c'est peut-être pas vraiment ce que l'on veut dire ici. Mais on voudrait peut-être plutôt parler d'évolutivité, d'adaptabilité. C'est peut-être plutôt un critère temporel qu'il faudrait avoir en tête. Euh, c'est ce qu'on peut constater, le discours politique qu'on peut constater qu'on peut entendre autour de ces 27. Du côté européen, le discours est pas très différent. On n'emploie pas le mot agile, mais on voit apparaître des objectifs assez comparables. On parle de souplesse, de flexibilité, d'évolutivité, d'adaptabilité de la norme dans les IACT, hein, le règlement européen sur l'IA. Et donc, on voit aussi cette idée d'un cadre juridique souple, de mécanismes souples, et le vocabulaire employé en anglais est flexibility. Donc, un petit peu, on voit que finalement, les deux premières régions du monde à réglementer sur l'IA, donc l'Europe et le Canada, ont bien conscience que, étant les premiers, peut-être que c'est trop tôt, peut-être qu'on se trompe, et donc pour un peu compenser cette prise de risque, finalement, il faudrait être ouvert sur l'impact du droit, l'impact de la loi, et voir finalement si les règles choisies sont les bonnes. Donc, si je pense aux travaux, et je fais attention à ce que je dis parce que je sais qu'il y a des représentants de l'école d'Orléans, des représentantes, une représentante, et Vincent travaille aussi évidemment étroitement sur les questions de normes. Mais si je pense aux travaux les plus connus, parce qu'ils ont évidemment ils font l'objet d'ouvrages, donc on les connaît. Euh, Shade. si je fais le lien avec les notions de force normative ou de garantie normative ou de densification normative, euh, le propos ici Stekine de budeyi. Ha? Stekine de budeyi. ne se classe pas dans une de ces trois catégories. C'est la question de Hayır. l'évolution n'est pas celle de la force normative, comme je le disais tout à l'heure. Donc, on ne se préoccupe pas de savoir si c'est une règle de droit qui va être obligatoire et qui va être sanctionnée parce que ce sera le cas. Donc, l'enjeu n'est pas celui-là. L'enjeu de la qualification n'est pas celui-là. L'enjeu de la qualification n'est pas non plus celle de la garantie normative, puisqu'il y a bien des sanctions et il y a une gouvernance plus ou moins efficace, mais en tout cas des règles de gouvernance qui sont mises en œuvre pour faire respecter ces sanctions. Et si on peut penser que dans les technologies, dans l'IA en particulier, il y a bien une densification normative, comme on peut le constater dans beaucoup de domaines, c'est pas tellement la préoccupation principale ici.
Donc, ça n'est pas non plus le flexible droit que j'évoquais tout à l'heure, on est bien dans du droit dur, mais c'est vraiment la question de la pérennité de la règle de droit qu'il faut poser ici, à mon avis. Donc, la durée dans le temps, l'efficacité dans le temps, la pertinence de la règle de droit dans le temps, et l'idée bah, de la revoir, de la modifier, un peu comme ce qu'on dit de l'IA, il faut le vérifier au fur et à mesure de l'utilisation du cycle de vie de l'IA, bah, à peu près la même chose pour la norme dans son cycle de vie. Pour autant, on connaît des outils de vérification de l'efficacité de la loi, par exemple, avec des études d'impact de la loi ou avec des règles de droit qui peuvent avoir une durée limitée dans le temps. Ça n'est pas ce qui est prévu ici. On ne dit pas que ce sont des règles prévues, par exemple, pour 5 ans, pour 10 ans. On ne va pas jusque-là. On ne pose pas un terme possible à la règle de droit. Mais vraiment, on met la règle de droit sous surveillance, si je puis dire, parce que finalement, on n'est peut-être pas très sûr que, encore une fois, que ce qu'on décide de faire aujourd'hui soit tout à fait cohérent, enfin, tout à fait la chose à faire. Alors, je pense qu'en effet, la souplesse qu'on s'offre ici, qu'on s'autorise, peut-être un peu contrainte, en raison des évolutions de l'objet réglementé, on sait qu'effectivement, l'IA, les technologies d'IA sont encore en pleine évolution. Et puis, c'est certainement aussi le constat un petit peu sage que l'on peut faire, par exemple, par rapport à l'arrivée de ChatGPT sur le marché du travail, sur le marché, tout simplement sur le marché du travail aussi, mais pas que. L'arrivée de ChatGPT en novembre 2022, au moment où en Europe on était encore en pleine discussion, négociation du texte, a entraîné des ajouts très substantiels dans le texte et puis surtout des réflexions importantes par rapport à la vision qu'on pouvait avoir de l'IA au tout début, qu'on catégorisait un peu par usage et par domaine. On a vu que c'était évidemment un peu trop simpliste et que des IA aujourd'hui sont multimodales et sont à usage général. Et donc, la classification par usage était euh, pas suffisante. Peut-être même qu'il faudrait déjà la dépasser, mais en tout cas, on voit que c'était assez inadapté. Donc, ça a été un petit peu un révélateur bah, de l'inadéquation possible entre la règle de droit et son objet avant même que la règle de droit soit adoptée. Donc, il y a un phénomène d'accélération assez impressionnant dans ce domaine. Et puis, je l'ai déjà un petit peu mentionné, l'évolution des normes internationales. La réglementation de l'IA est devenue un sujet, l'encadrement de l'IA, en tout cas, de manière générale, est devenu un sujet majeur partout dans le monde, avec des réactions différentes et des approches différentes, plus ou moins normatives, enfin, plus ou moins juridiques. On parle plutôt de juridicité de la norme ou la norme éthique, plus ou moins intervention du législateur, du régulateur, intervention globale, intervention sectorielle. Enfin, il y a vraiment, on voit apparaître beaucoup de modèles et beaucoup de réflexions. Et en tout cas, la compétition étant très forte, la concurrence normative va l'être aussi. Et donc, on a à l'esprit l'idée de tenir compte de ce que d'autres font et il me semble que même si le sujet est un peu nouveau, le droit de l'intelligence artificielle est quand même assez nouveau, mais je pense qu'il faut d'emblée le penser comme étant un droit international et comparé par nature. Euh, Sinon, je crois qu'on manque évidemment une partie importante du sujet. Alors, si je continue un petit peu, donc c'est cette idée d'agilité ou d'évolutivité, euh, c'est un peu comme si on admettait que le droit puisse être provisoire, en tout cas potentiellement provisoire, ça n'est pas non plus sûr, comme si on admettait d'emblée un risque d'obsolescence programmée, mais qui serait assumé. Donc, ce serait un droit adaptatif dès la conception. Et donc, il faut le prendre comme tel, enfin, prendre cette notion d'agilité comme étant cette marque d'adaptativité. Alors, pourquoi est-ce que on devrait s'intéresser à ça? Parce que finalement, comme je vous l'ai dit, ce vocabulaire est plutôt politique. On ne le trouve pas vraiment dans le texte de loi proprement parlé, mais plutôt dans des textes autour. Donc, pourquoi est-ce que ça aurait un sens de s'y intéresser? Je trouve qu'il y a un premier intérêt d'abord parce que c'est
un aveu de faiblesse ou en tout cas ou de modestie ou de sagesse de la part des gouvernements et des législateurs qu'on ne voit pas toujours dans tous les domaines. Donc, je trouve que c'est assez intéressant de le voir, de le voir apparaître, même si c'est plutôt montré comme étant une force. L'agilité, c'est plus positif que de dire adaptativité, évolutivité, où on n'est pas sûr de bien faire. C'est sûr que c'est plus positif. Et puis, c'est plus dans le domaine de l'innovation. Ça fait c'est un vocabulaire un peu de start-up d'être en mode agile. Mais bon, en réalité, c'est quand même plutôt parce qu'on est un peu on avance un petit peu à pas mesurer. Et puis, les rapports de force que j'évoquais tout à l'heure sont, à mon avis, très symptomatiques du domaine de l'IA. Et donc, on voit aussi que les institutions publiques et les législateurs en particulier sont un petit peu aux prises avec le rapport de force des acteurs qui sont en train d'essayer d'encadrer les activités. On connaît les déséquilibres des rapports de force entre les grandes entreprises du numérique et de l'IA. Les institutions publiques, on estime souvent comme étant un peu en situation de faiblesse par rapport à ces grandes entreprises qu'on dit plus puissantes que les États. Donc, il y a vraiment quand même aussi ce rapport de force, des enjeux économiques importants, des enjeux géopolitiques aussi de souveraineté. Et donc, tous ces enjeux justifient la prudence et aussi, comme je disais, qu'on continue de regarder comment les autres législateurs évoluent. Également aussi, ce que l'on peut dire par rapport à la règle de droit de manière générale, c'est en principe, quand on adopte une loi, c'est pour assurer une certaine sécurité juridique, une certaine garantie. C'est un gage de stabilité. Et là, il semblerait que ce ne soit pas forcément l'objectif premier, principal à rechercher. L'adaptabilité ici est une valeur donc mise en avant pour ne pas imposer de règles inutiles et donc porter atteinte à la compétitivité, à la course à l'innovation et à l'innovation technologique qui est forcément vue comme étant quelque chose de positif. Ne pas imposer des règles inadaptées qui n'atteindraient pas notamment l'objectif de protection de la population contre les risques de l'IA. Donc, il y a quand même aussi un enjeu social. Et puis, ne pas imposer des règles inadaptées qui ne suivraient pas l'évolution d'autres règles mondiales, au risque d'un isolement et au risque aussi de subir un forum shopping. Donc, ces objectifs-là, à mon avis, sont plus importants que la stabilité de la règle de droit que l'on attendrait peut-être assez naturellement comme étant un objectif premier. Et cette idée d'adaptabilité, je l'ai située dans le temps, mais je pense qu'il faut la situer aussi dans l'espace normatif, puisque, en effet, c'est une construction d'un droit de l'IA à l'échelle internationale, comme je le disais, dans cette dynamique de droit comparé. Et donc, tout le monde progresse un petit peu en s'observant et avance de concert. Donc, cette agilité s'entend aussi, à mon avis, dans l'espace. Alors, pour avancer un petit peu, parce que j'en suis qu'à mon introduction, mais je ne vais pas avoir des parties très longues. Comment est-ce que je vais essayer d'aller un petit peu plus loin de ce constat un petit peu général, un petit peu vague peut-être. Je me suis demandé si finalement, une fois qu'on a constaté qu'on utilise ce vocabulaire, qu'on comprend l'intention politique qu'il y a derrière et les enjeux sociaux, économiques, géopolitiques, finalement, est-ce que ça change quelque chose de parler d'agilité du point de vue de la construction de la règle de droit? Donc, je me suis demandé comment pourrait se manifester cette agilité. Donc, quelles sont les méthodes et les stratégies pour mettre en place cette agilité de la norme et quel impact sur les producteurs de normes il peut y avoir, donc sur les acteurs qui sont censés adopter ou mettre en œuvre cette règle de droit. Donc, s'agissant des méthodes et des stratégies pour une agilité de la norme, la question sous-jacente à chaque fois, et en fait, c'est ce qui me motive, enfin, ce qui a motivé l'ensemble de ma réflexion, c'est de savoir finalement s'il y a quelque chose de vraiment nouveau avec cette idée d'agilité ou finalement, est-ce que c'est pas de la construction du droit comme on a l'habitude de faire, on le verbalise peut-être différemment, mais
finalement, peut-être qu'il n'y aurait pas vraiment de grandes différences. Et dans les méthodes et les stratégies, bon, vous allez voir que vous n'allez pas être très surpris, vous n'allez pas tomber de votre chaise, comme on dit, parce que il n'y a pas vraiment de grandes nouveautés. On va trouver une pluralité de la nature des normes qui constituent le droit de l'IA en construction, une pluralité des sources normatives, et quand même ce troisième point que je vais essayer de reprendre sur cette idée de non-pérennité du temps, de la loi dans le temps, qui peut-être est quelque chose d'un peu différent, mais j'en suis pas trop sûre. J'en sais rien, c'est une question ouverte. Donc, bon, pluralité de la nature des normes, pluralité des sources normatives. Bon, je vais vous en donner quelques exemples, mais ce sont des choses qu'on connaît. Donc là, je ne pense pas qu'il y ait une grande innovation juridique pour répondre à la question de départ avec ça. Pluralité de la nature des normes, oui, effectivement, on sait que dans la construction du droit de l'IA, l'éthique, les réflexions éthiques, les principes, les chartes, etc., ont devancé la règle de droit assez naturellement. Et donc, on va retrouver certaines normes éthiques enfin, qu'on trouve dans ces chartes. On va retrouver ces normes éthiques dans la règle de droit, intégrées dans la règle de droit, comme par exemple les principes de non-discrimination, qui sont aussi des principes des droits humains, hein, donc c'est pas non plus, ce ne sont pas non plus que des principes éthiques. La question du contrôle humain, des systèmes d'IA, la question de la transparence qui constitue ces principes-là, non-discrimination, contrôle humain et transparence, constituent les principes élémentaires du projet de loi C27, que l'on retrouve aussi dans les IACT, et effectivement trouvent leur source en éthique. Donc, en particulier, donc, à l'article 8 du projet de loi C27, on indique qu'il faut évaluer les risques par rapport aux préjudices que pourraient subir les personnes. Donc, les préjudices sont déclinés assez classiquement, d'ailleurs, en lien avec les règles de responsabilité. Et les risques de résultats biaisés, donc on renvoie aussi au biais et à la loi canadienne sur les droits de la personne. Donc, voilà, principe, c'est de cette manière-là qu'on exprime le principe de non-discrimination, de non-biais, et puis le principe d'un contrôle humain, eu égard à ces risques, préjudices et biais, il faut prendre des mesures d'atténuation et mettre en place un contrôle de ces mesures d'atténuation, donc un contrôle humain, et puis des règles de transparence, donc publier et décrire le système, les systèmes d'IA qu'on met en œuvre, et puis donc avoir une publication sur des sites internet pour expliquer au grand public la mise en œuvre des systèmes d'IA. Du côté de l'AIACT, donc du règlement européen, on retrouve donc le principe de non-discrimination, biais et erreurs dans les données à l'article 10, le principe du contrôle humain à l'article 14 et la transparence aussi des systèmes avec des règles un petit peu différentes, mais peu importe, les grands principes sont là aussi. Et donc, on voit clairement l'influence de l'éthique qui a précédé le droit. Du côté des normes techniques aussi, puisque l'objet à encadrer est un objet technique, on peut voir une certaine influence des normes techniques, notamment dans le règlement européen, qui à plusieurs reprises fait état de mise en œuvre de la règle de droit en fonction de l'état de l'art reconnu en matière d'intelligence artificielle. Et quand on dit ça, c'est vraiment en fonction de l'état de l'art technique en la matière. Donc, il faut que la mise en œuvre des mesures soit proportionnée, efficace, etc. Et donc, avec ces influences externes, avec ces normes de nature technique, éthique qui sont intégrées dans le droit, une certaine flexibilité, adaptabilité mise en œuvre un peu par principe, je dirais, parce que avec ces principes éthiques, ce sont des grands principes généraux qui vont permettre une certaine adaptabilité, parce que même si, notamment en droit européen, comme toujours, on a des règles très spécifiques, on voit quand même l'esprit qu'il y a derrière et l'esprit éthique, si je puis dire, qui peut permettre une certaine adaptabilité. Et l'état de l'art, par définition, évidemment, intègre cette idée de modification
technologique et de prise en compte de la technologie. À cela s'ajoute, comme je l'ai dit, la pluralité des sources de la règle de droit. Donc, aussi bien en droit canadien qu'en droit européen, on fait référence à la règle de droit, la règle juridique, mais aussi aux normes techniques qui sont clairement intégrées dans le système européen à l'article 40, puisqu'on fait référence à des normes harmonisées qui vont permettre, dont le respect va permettre de bénéficier d'une présomption de conformité au règlement européen. Et donc, quand on parle de ces normes harmonisées, on fait référence à des normes, aux normes techniques, à la standardisation et aux organismes Sensenelec européens. Et au Canada, même si le projet de loi C-27 ne relie pas directement la règle de droit à la règle technique, on sait que le Conseil canadien des normes, bien sûr, travaille sur la question et on sait que ce sera nécessairement enchâssé, que les normes techniques probablement vont opérationnaliser cette règle de droit. Donc c'est aussi un moyen, le fait de faire appel à ces autres sources de normes, ces autres sources normatives, c'est bien sûr aussi un moyen de permettre cette adaptativité, mais ça n'est pas très nouveau et on peut certainement faire le même constat dans d'autres disciplines, dans d'autres matières. Donc, ça n'est pas une grande spécificité de l'intelligence artificielle. En revanche, je suis un petit peu plus perplexe sur la notion de temps, l'idée de non-pérennité de la règle de droit. Alors, j'ai fait référence à l'idée de cycle et puis de vérification de l'efficacité de la règle de droit. Donc, ça, c'est pas très nouveau puisque les études d'impact de mise en œuvre de la loi doivent permettre de vérifier ce genre d'efficacité ou non. Mais ce qui est un petit peu plus, enfin peut-être que c'est pas nouveau, mais en tout cas moi ça m'a interpellée. Ce qui interroge un petit peu plus, c'est la question de la date d'entrée en vigueur de la règle de droit. Parce que même si très classiquement le règlement, je pense en particulier au règlement européen, on a une date d'entrée en vigueur qui sera certaines dispositions un an après l'adoption du texte et pour d'autres 2 ans après. Donc ça, c'est très clairement posé. Mais on a aussi des dispositions qui viennent encourager les organisations et en particulier les entreprises à d'ores et déjà appliquer le règlement européen avant sa date d'entrée en vigueur au travers de ce qu'on appelle les IPACs. Donc, c'est tout un dispositif mis en œuvre par la Commission européenne pour amener les acteurs à d'ores et déjà se préparer à l'adoption du texte. Et donc, c'est un engagement volontaire de la part de l'industrie d'anticiper la loi et de mettre en œuvre ces exigences avant l'échéance légale. Donc, c'est une mise en œuvre plus rapide. Et là, on donne la possibilité aux entreprises de démontrer qu'ils sont en train de se mettre en conformité, de partager leur engagement et puis de communiquer sur leur processus et sur leurs pratiques pour se préparer à la mise en conformité. Alors là, c'est un petit peu, évidemment, comme c'est un peu un vide juridique dans le sens où il n'y a pas d'obligation légale d'être en conformité. Donc, on peut décider peut-être de ne pas se mettre en conformité totalement, mais par étapes. Et donc, chaque organisation peut décider. Donc, il y a vraiment une souplesse, une certaine forme d'adaptabilité. Et puis, on comprend aussi et je connais quelques entreprises qui ont souscrit à ce pacte, hein, donc ça commence à se mettre en œuvre. On comprend aussi que de la part de la Commission européenne, c'est un moyen de comprendre comment les entreprises vont mettre en œuvre leurs propres textes. Et donc de profiter évidemment de cette connaissance du terrain pour co-réguler, co-créer la norme et puis vérifier comment on peut vraiment implanter le texte. Mais je trouve que c'est quand même assez intéressant parce que il y a une agilité dans le temps, il y a une agilité dans les objets, puisque finalement chaque organisation va décider de ce qu'il va mettre, enfin de la façon de procéder, des pratiques qu'il mettra en œuvre et puis des thématiques qui seront prioritaires.
Et donc, la commission va recueillir ces engagements et puis l'idée, c'est d'assurer une visibilité, une crédibilité, de renforcer la confiance dans les technologies. Ça, c'est vraiment le verbatim habituel de la Commission européenne. Et puis, les bénéfices qu'on en attend, donc, c'est d'avoir une compréhension commune des objectifs de la loi, enfin du futur règlement, de savoir quelles mesures concrètes prendre, de partager les connaissances, de renforcer la confiance. Donc il y a une co-construction de la norme qui est quand même, me semble-t-il, assez nouvelle, ou en tout cas dans son caractère peut-être institutionnalisé via la Commission européenne, ça me paraît être assez intéressant. Et puis, je voulais mentionner dans cette idée de temps, il y a aussi, évidemment, l'intelligence artificielle est un sujet assez politique. Ça n'est pas le seul dans le domaine des technologies, mais c'est vrai que beaucoup de gouvernements s'emparent de ce sujet en ce moment. Et les enjeux économiques sont très forts. Il y a une très grande volonté de protectionnisme, très, très clairement. Et ça engendre un petit peu de, de hiatus parfois entre la règle de droit, le respect du processus d'adoption de la règle de droit et évidemment des enjeux politiques. Alors j'ai un exemple très concret avec le règlement européen et la position de la France qui, dès le lendemain de l'engagement, enfin de l'accord politique en décembre dernier, a critiqué, c'est le président Macron lui-même qui a critiqué l'accord, ce qui est tout à fait inhabituel, parce qu'en général, les distensions politiques sont discutées avant et pas après, et assez peu d'ailleurs par médias interposés. Et on comprend, c'est très bien qu'il y a la pépite nationale, Mistral, très, très bien défendue à Bruxelles, et la pépite que l'on veut protéger. Et donc, certaines dispositions encadrant en particulier l'IA générative et les modèles d'IA à usage général présentant des risques systémiques, parce qu'il y a tout un système de poupées russes, comme toujours avec les textes européens. On comprend que ces nouvelles dispositions qui sont intervenues à la fin des négociations, on comprend que la règle de droit, finalement, telle qu'elle a été discutée et posée, est d'ores et déjà contestée par les États eux-mêmes, avant même que le processus législatif soit terminé, il manque encore le vote du Parlement européen. Et très concrètement, en plus, ça se mesure par le seuil mis en œuvre pour déterminer si on est face à des risques systémiques ou pas, avec la détermination le fameux flop, euh, les, le floating point operation, donc les mesures en opération à virgule flottante. Le seuil qui a été choisi dans le texte européen, c'est 10 puissance 25. La France conteste et voudrait que le seuil soit un peu rehaussé parce qu'on sait que l'entreprise française va très rapidement atteindre ce seuil et donc être considérée comme pouvant générer des risques systémiques et donc être soumise à davantage de contraintes et donc un régime juridique plus défavorable. Et un des arguments de la France est de dire qu'aux États-Unis, l'executive order du président Biden, le décret présidentiel de novembre 23, a établi un seuil à 10 puissance 26. Bon, évidemment, tout ça, on pourrait dire 10 puissance 27, 30, 10 puissance 20, je ne sais pas. Mais évidemment, c'est un choix politique à un instant T, et puis c'est un choix concurrentiel, évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est que la France est obligée aujourd'hui de s'incliner parce qu'il y a un accord politique et qu'elle se retrouve isolée à vouloir contester ce point-là en particulier. Donc, aujourd'hui, le Parlement certainement va voter, le texte sera encore en l'état, mais on comprend que le gouvernement français veut contester ce seuil avant même l'entrée en vigueur du texte. Donc il y a cette idée encore de temporalité un peu floue qui montrerait que peut-être qu'on a établi un seuil, mais finalement on n'est pas très sûr. Et dans le texte final du règlement européen, il y a, on récapitule un certain nombre de points qui ont fait l'objet des compromis politiques
Et on indique que ce seuil pourra être rediscuté, renégocié, que la Commission européenne aura compétence pour pouvoir changer ce seuil. Donc, on comprend que finalement, encore une fois, on pose des règles, on essaie d'être précis, on essaie d'avoir un processus législatif classique, mais qu'il y a déjà une contestation des co-législateurs. Donc, c'est quand même, à mon avis, quelque chose d'assez remarquable. Et il n'est pas du tout sûr que le texte soit complètement mis en œuvre en l'état au jour de son entrée en vigueur. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez remarquable. Alors, je vais passer à mon deuxième point et ce sera beaucoup plus rapide là, sur la question des acteurs, des producteurs de normes par rapport à l'agilité. Alors, la chose la plus flagrante, c'est le pouvoir laisser, que ce soit dans le texte européen ou dans le texte canadien, c'est le pouvoir laisser au pouvoir exécutif. Hein, j'ai mentionné au tout début la question des règlements et des lignes directrices. Et effectivement, on sait que le texte canadien a été extrêmement contesté parce que il était très vague et très incomplet. Beaucoup de questions fondamentales et même de définitions étaient laissées au pouvoir réglementaire. Donc, on a parlé de texte à trous, etc., qui a quand même été assez consolidé malgré tout dans les amendements apportés devant le comité hindou par le ministre Champagne. Et on peut en tout cas voir que dans le règlement européen, on a exactement la même dynamique de donner un pouvoir normatif et de complément à la Commission européenne qui va avoir le pouvoir par acte délégué de modifier un certain nombre de mesures importantes, hein, d'éléments importants du texte, comme par exemple augmenter ce fameux seuil des opérations à virgule flottante, les fameux flops qui pourront être modifiés par la Commission. La Commission pourra aussi augmenter la liste des systèmes d'IA à haut risque, donc c'est vraiment pas anecdotique hein, d'avoir ce pouvoir-là. Elle pourra mettre à jour le contenu de la norme, adapter le règlement au texte, et notamment les textes mentionnés dans l'annexe 2, qui sont quand même assez nombreux. Donc évidemment, le fait d'ores et déjà de reconnaître une place importante, un pouvoir important à l'exécutif, ben, c'est sûr que ça fait naître un petit peu, enfin, ça génère plus d'adaptabilité, de flexibilité, parce que c'est évidemment plus facile de modifier des textes par la voie réglementaire que par la voie législative. Et si on peut critiquer en disant que c'est une façon d'enlever le pouvoir aux législateurs et donc d'enlever une part de pouvoir démocratique, on peut aussi voir l'agilité, justement la souplesse que ce procédé fait naître. Donc, on peut être assez partagé par ce procédé. En tout cas, c'est pas un procédé nouveau hein, de faire appel au pouvoir exécutif et de prévoir qu'un texte sera complété par la voie réglementaire. Je pense que c'est très classique d'avoir une loi et des décrets d'application ou un règlement et puis effectivement un pouvoir exécutif cédé à la Commission européenne. Donc peut-être que le procédé est répété à l'envi dans ces textes-là, mais rien de très nouveau de toute façon. Alors, donc de ce point de vue-là, je ne vois pas non plus de très grandes nouveautés. On voit apparaître en revanche de nouvelles institutions, donc en dehors évidemment de ces pouvoirs, de ces acteurs classiques de production de la norme, qui peut-être peuvent être des institutions qui peuvent mettre en œuvre une certaine agilité. Je pense, dans ces 27, on pense au commissaire, à l'IA et aux données. Alors bon, je dois dire que pour l'instant, c'est plutôt décevant parce que ce commissaire sera sous l'ICED. Et pour avoir discuté avec le bureau de l'ICED, enfin avec les services en charge pour l'instant de ces questions, c'est plutôt très décevant parce que ce commissaire n'aurait pas de moyens, ni de ressources, ni de compétences supplémentaires au budget de l'ICED. Donc, ça voudra dire qu'il aura quand même assez peu de consistance et de pouvoir, à mon avis. Donc, c'est un petit peu décevant. On ne peut pas dire que l'agilité ou l'évolutivité viendra de cette nouvelle institution, en tout cas pas en l'état. Quant au texte européen, alors au fil des négociations est apparu le bureau de l'IA, l'AI Office, dont une des missions va être l'adaptation des codes de pratique, enfin, la révision, l'adaptation et la reconnaissance de ces codes de pratique, puisque par définition, ils viendront de la pratique,
Alors peut-être que cet office, ce bureau, va être aussi un organe de souplesse, d'agilité normative, et puis il aura aussi pour mission de tenir compte des autres approches internationales. Donc peut-être que ce sera aussi un moyen un procédé nouveau, de mettre en œuvre un petit peu d'agilité. Et puis, parmi les acteurs, on trouve aussi les parties prenantes, puisqu'effectivement, les codes de conduite et les bonnes pratiques vont être mises en œuvre par les acteurs eux-mêmes, certainement par secteur d'activité. Et donc, on assiste à une co-construction de la norme, et l'agilité vient aussi de la prise en compte des besoins des besoins du terrain, des besoins sectoriels sûrement, pour conceptualiser une norme un peu plus large. Mais vous voyez, dans cette deuxième partie sur les acteurs, il n'y a pas forcément beaucoup de nouveautés normatives, et la nouveauté viendrait peut-être finalement, si j'essaie de conclure et d'essayer de voir finalement s'il y a beaucoup de choses à dire sur la notion d'agilité, peut-être que c'est le cumul de méthodes qui peut permettre de dire qu'on va vers quelque chose de plus agile. Et peut-être aussi que c'est l'annonce, hein, l'effet d'annonce politique autour de ça, probablement. Mais je retiens quand même cette question de la temporalité de la règle de droit et finalement de la temporalité quant à son début et de sa pérennité. Mais voilà, au final, je dirais il me semble pas qu'il y ait une grande nouveauté conceptuelle, mais je peux me tromper. Et donc, je suis vraiment très heureuse d'avoir l'occasion d'échanger avec vous parce que j'en suis pas convaincue de mon côté. Et cette notion d'agilité, j'ai un peu l'impression que c'est une espèce d'anglicisme pour parler de flexibilité, d'adaptabilité qu'on connaît déjà. Donc, je ne sais pas trop si le mot agile, en fait, existe vraiment, est vraiment consacré. Donc, je ne sais pas vraiment. Mais cette idée de départ de slogan politique et innovation juridique, j'ai quand même l'impression qu'il y a une forte pression politique dans la mise en œuvre de ces textes vraiment nouveaux, dans ce domaine nouveau et encore une fois très concurrentiel. Et donc, l'influence politique est, à mon avis, quand même à surveiller parce que il y a une certaine forme d'instrumentalisation de la règle de droit, peut-être qui n'est pas nouvelle en soi, bien sûr, mais peut-être des formes nouvelles à observer. Mais voilà, pour l'instant, j'en suis là et ça n'est que le début de la réflexion. Merci.